Umberto Eco, L'île du jour d'avant. Livre audio. Chapitre 1. Toutefois, je m'enorgueillis de mon humiliation, puisque, à tel privilège, je suis condamné. Je jouis presque d'un abhorré salut. Je suis, de mémoire d'homme, je crois, l'unique être de notre espèce à avoir fait naufrage sur un vaisseau désert. Ainsi, en forgeur impénitent de traits ingénieux, Roberto de la Grive, sans doute entre le mois de juillet et le mois d'août 1643. Depuis combien de jours errait-il sur les vagues, lié à une planche, à plat ventre le jour pour ne pas être aveuglé par le soleil, le cou innaturellement tendu pour éviter de boire, brûlé par le sel de mer, certainement fébrile? Les lettres ne le disent pas et laissent penser à une éternité, mais il a dû s'agir de 2 jours au plus, sinon il n'aurait pas survécu, sous le fouet de Phébus, comme imaginativement il se plaint, lui étant chétif, tel il se décrit animal, noctivague par défaut naturel. Il n'était pas à même de tenir le compte du temps, mais je crois que la mer s'était calmée sitôt après la tempête qu'il avait projetée par-dessus les bordages de l'Amaryllis. Et cette sorte de radeau que le matelot lui avait dessiné sur mesure l'avait conduit, poussé par les alizés, vers la sérénité d'une haute mer, en une saison où, au sud de l'équateur, est un très tempéré hiver, pendant un nombre de 1000 points trop considérable, jusqu'à ce que les courants l'eussent fait aborder dans la baie. Il était nuit, il s'était assoupi, et il n'avait pas eu conscience qu'il s'approchait du vaisseau jusqu'au moment où, avec un soubresaut, la planche avait heurté contre la proue de la Daphné. Et comme, à la lumière de la pleine lune, il s'était rendu compte qu'il flottait sous un beaupré, le long d'un gaillard d'avant d'où pendait une étroite échelle de corde à une courte distance du fénin de l'ancre. L'échelle de Jacob l'appellerait le père Caspar. En un instant, tous ses esprits lui étaient revenus. Ce dut être la force du désespoir. Il a calculé s'il avait plus de souffle pour crier, mais sa gorge était un feu sec, ou pour se libérer des cordes qu'il avait striées de traits livides et tenter l'ascension. Je crois qu'en ces instants, un mourant devient un Hercule qui étrangle les serpents dans son berceau. C'est avec confusion que Roberto enregistre l'événement, mais il faut accepter l'idée si à la fin il se trouvait sur le gaillard d'avant, que d'une façon ou d'une autre, il s'était agrippé à cette échelle. Sans doute est-il monté un peu à la fois, épuisé à chaque hissée. Il a basculé par-dessus la balustrade, il a rampé sur le cordage, il a trouvé ouverte la porte du gaillard. Et l'instinct dans l'obscurité a dû lui faire toucher ce baril au bord duquel il s'est soulevé avec effort pour y trouver une tasse attachée à une chaînette. Et il a bu autant qu'il pouvait, s'écroulant ensuite rassasié, dans le plein sens du terme peut-être, puisque cette eau devait contenir un si grand nombre d'insectes qu'elle lui fournissait boisson et nourriture à la fois. Il devait, ou il devrait avoir dormi 24 heures, calcul convenable s'il s'est réveillé alors qu'il faisait nuit. Mais comme René, il était donc nuit de nouveau, et pas encore. Elle a pensé qu'il faisait encore nuit. Sinon, au bout d'une journée, quelqu'un aurait tout de même dû le trouver. La lumière de la lune, pénétrant par le pont, éclairait ce lieu qui se présentait comme la cuisine du bord, avec son chaudron pendant au-dessus du four. L'endroit avait 2 portes, l'une vers le Beaupré, l'autre sur le Tillac, et il s'était avancé sur le seuil de la seconde, apercevant comme en plein jour les haubans bien rangés, le cabestan, les vergues aux voiles frêlées, peu de canons au sabord et la silhouette du gaillard derrière. Il avait fait du bruit, mais âme vive ne répondait. Il s'était penché à la muraille et à tribord, il avait aperçu, à 1 mille environ, le profil de l'île, avec les palmiers du rivage agités par la brise. La terre formait comme une anse bordée d'un sable qui blanchissait dans la pâle obscurité, mais ainsi qu'il advient à chaque naufrage, Roberto ne pouvait dire si c'était une île ou un continent. Il avait chancelé vers l'autre bord et il avait entrevu, mais cette fois au loin,
presque sur la ligne d'horizon, les pics d'un autre profil, lui aussi délimité par deux promontoires, mer. Le reste, comme pour donner l'impression que le vaisseau se trouvait amarré dans une rade, où il était entré en passant par un large canal qui séparait les deux terres. Roberto avait décidé que s'il ne s'agissait pas de deux îles, il s'agissait certes d'une île regardant une terre plus vaste. Je ne crois pas qu'il eût tenté d'autres hypothèses, vu qu'il n'avait jamais entendu parler de baies étendues au point de donner l'impression, à qui se trouve au milieu, d'être en face de deux terres jumelles. Ainsi, par ignorance de continents démesurés, il avait vu juste. Un beau succès pour un naufragé, les pieds sur le dur et la terre ferme à portée de bras. Mais Roberto ne savait pas nager. D'ici peu, il découvrirait qu'il n'y avait aucune chaloupe à bord. Et entre-temps, le courant avait éloigné la planche avec laquelle il était arrivé. Raison pourquoi, au soulagement de la mort évitée, se joignait maintenant le désarroi pour cette triple solitude, de la mer, de l'île voisine et du vaisseau. Oh du bord, oh là, doit-il avoir essayé de crier, dans toutes les langues qu'il connaissait. En découvrant son extrême faiblesse, silence, comme si à bord il était tous morts. Et jamais il ne s'était exprimé, lui si généreux en similitude, autant à la lettre, ou presque, mais c'est ce presque que je voudrais dire, il ne sait pas par où commencer. Du reste, j'ai déjà commencé. Un homme erre épuisé sur l'océan et les eaux indulgentes le jettent sur un vaisseau qui semble désert. Désert comme si l'équipage l'avait tout juste abandonné, parce que Roberto revient avec peine à la cuisine. Il trouve une lanterne claire et le silex pyromach, comme si le coq l'avait posé avant d'aller dormir. Mais à côté de la cheminée, il y a deux couchettes superposées, vides. Roberto allume la lanterne, regarde autour de lui et trouve grande quantité de provende, poisson sec et du biscuit si légèrement bleuté par l'humidité qu'il suffit de gratter un peu avec un couteau. Très salé, le poisson, mais il y a de l'eau à volonté. Il a dû recouvrer ses forces, ou il jouissait de ses forces quand il en écrivait, s'il se répand, très fin lettré, sur les délices de son festin. Ancque Olympe, connu de pareille suave ambroisie, issu pour moi des abîmes marins, monstres à qui la mort hors mévit. Mais ce sont là choses que Roberto écrit à la dame de son cœur. Soleil de mon ombre, lumière de ma nuit, pourquoi le ciel ne m'a-t-il précipité en selle, tempête, qu'il avait tant fièrement excité? Pourquoi soustraire à la mer vorace ce corps qui est mien, si ensuite, en cette avare solitude, combien plus funeste horriblement devait naufrager mon âme? Peut-être, si le soleil ou le ciel pitoyable ne me secourt, vous me lirez jamais la lettre qu'or je vous écris, brûlée. Tel un flambeau par la lumière de ces mers, je me ferai obscur à vos yeux, tout comme une Sélénée qui, ayant là trop joui de la lumière de son soleil, à mesure qu'elle accomplit sa carrière, entre la courbe extrême de notre planète, dérober du secours, d'errer de l'astre son souvenir. D'abord, l'estrie à l'image de faux qui lui tranche la vie, puis, lampe toujours plus languissante, se dissout tout à fait en ce vaste bouclier azuré où l'ingénieuse nature forme héroïque devise. Emblème mystérieux de ces secrets amputés de votre regard, je suis aveugle à cause que vous ne me voyez pas, muet à cause que vous ne me parlez pas, sans mémoire à cause que vous n'avez point mémoire de moi. Et seul je vis, ardente, opacité, ténébreuse, flamme, vague, fantôme, que mon esprit prenant forme toujours égale dans cet adverse joute de contraintes, voudrait prester au vôtre, sauvant ma vie en cette ligneuse citadelle. En ce bastion fluctueux, captif de la mer, qui me défend de la mer, chastillé par la clémence du ciel, caché en ce profond sarcophage, ouvert à tous les soleils, en cet aérien souterrain, en cette prison imprenable qui m'offre la fuite de toutes parts, désespéré de vous voir jamais. Madame, je vous écris comme pour vous offrir un digne hommage, la rose des fleuries de mon déconfort. Toutefois, je m'enégris de mon humiliation.
puisque, à tel privilège, je suis condamné, je jouis presque d'un abhorré salut. Je suis de mémoire d'homme, je crois l'unique être de notre espèce à avoir fait naufrage sur un vaisseau désert. Mais est-ce bien possible, à en juger par la date de cette première lettre? Roberto se met à écrire sitôt après son arrivée. À peine a-t-il trouvé papier et plume dans la chambre du capitaine avant d'explorer le reste du vaisseau. Et pourtant, il aurait dû employer certain temps à se remettre en force pour ce qu'il était diminué comme un animal blessé. Ou c'est peut-être une petite astuce amoureuse. Il cherche avant tout à se rendre compte où il est tombé. Puis il écrit afin que c'était avant. Pourquoi donc? Vu qu'il sait, suppose, craint que ces lettres n'arriveront jamais et qu'il les écrit pour son seul tourment. Tourmentant réconfort, dirait-il, mais tâchons de ne pas nous laisser guider. Mais il est déjà difficile de reconstruire gestes et sentiments d'un personnage qui certainement brûle d'amour véritable, mais on ne sait jamais s'il exprime ce qu'il sent ou ce que les règles du discours amoureux lui prescrivent. Or, par ailleurs, qu'en savons-nous de la différence entre passion sentie et passion exprimée? Et laquelle est antérieure? Il écrivait alors pour lui. Ce n'était pas de la littérature. Il était vraiment là à écrire comme un adolescent qui poursuit un rêve impossible, sillonnant la page de pleurs, non point pour l'absence de l'autre, déjà pure image, même quand elle était présente, mais par tendresse de soi, énamouré de l'amour. Il y aurait matière à en tirer un roman, mais une fois de plus, par où commencer? Moi, je dis que cette première lettre, il l'a écrite après, et avant, il a regardé autour de lui. Et c'est ce qu'il a vu, il le dira dans les lettres suivantes. Mais là encore, comment traduire le journal de quelqu'un qui veut rendre visite, par métaphore perspicace, ce qu'il voit mal, alors qu'il va de nuit, les yeux malades? Roberto dira que des yeux il souffrait depuis l'époque où cette balle lui avait raflé la tempe au siège de Casale. C'est bien possible, mais ailleurs il suggère qu'ils se sont davantage émoules affaiblis à cause de la peste. Roberto était certainement de cause de la peste. Roberto était certainement de frêle complexion, et pour ce qui m'est donné par intuition, hypocondriaque aussi, encore qu'avec jugement. Moitié de son état lucifuge devait avoir origine dans sa bile noire, et moitié dans quelque forme d'irritation, peut-être même aggravée par les préparations de Monsieur Digby. Il paraît certain qu'il aurait accompli le voyage sur l'Amaryllis en restant toujours sous le tillac, vu que le rôle du lucifuge était, sinon sa nature, du moins la condition qu'il devait observer pour tenir à l'œil les manèges dans le fond de cale. Plusieurs mois, tous dans le noir ou à la lumière d'un lumignon, et puis le temps sur l'épave aveuglé par le soleil, qu'il fût équatorial ou tropical, quand il aborde à la Daphné, donc malade ou pas, il est la lumière. Passe la première nuit dans la cuisine, se ranime et tente une première inspection de la deuxième nuit. Ensuite, les choses vont presque de soi. Le jour l'effraie, non seulement ses yeux ne le supportent pas, mais les brûlures qu'il devait avoir sur le dos, et il se claque mur. La belle lune qu'il découvrit ces nuits-là lui est reborative. Le jour, le ciel se trouve comme de partout. La nuit, il découvre de nouvelles constellations, héroïques devises et emblèmes mystérieux justement. C'est comme se retrouver au théâtre. Il se convainc que ce sera là sa vie pendant longtemps, et peut-être jusqu'à la mort. Il recrée sa dame sur le papier pour ne pas la perdre, et il sait qu'il n'a pas perdu beaucoup plus que ce qu'il avait déjà. C'est alors qu'il se refugie dans ses veilles nocturnes comme dans un utérus maternel. Et à plus forte raison, il décide de fuir le soleil. Peut-être avait-il rencontré au cours de ses lectures les revenants de Hongrie, de Livonie ou de Valachie, qui rôdent inquiets du couchant à l'aube pour se cacher ensuite dans leur sépulcre.
Au chant du coq, le rôle pouvait le séduire. Robert a dû commencer son recensement le deuxième soir. Il avait suffisamment crié désormais pour être sûr qu'il n'y avait personne à bord. Cependant, et il en avait peur, il aurait pu trouver des cadavres. Quelques signes qui justifiaient cette absence, il s'était mis en branle avec circonspection. Et d'après les lettres, il est difficile de dire dans quelle direction. Il nomme de façon imprécise le vaisseau, ses parties et les objets du bord. Certains lui sont familiers, et il les a entendus mentionnés par les marins, d'autres inconnus, et il les décrit pour ce qui lui apparaissent, mais... Et c'est signe que sur l'Amaryllis, l'équipage devait être fait de fripons des 7 mers. Même les objets connus, il avait dû les entendre désignés en français par l'un, par l'autre en hollandais, en anglais ou en italien par un autre. Il dit ainsi, parfois staff, comme devait lui avoir appris le docteur Beard. Pour Matelot, on a peine à comprendre comment il se trouvait une fois sur le gaillard d'arrière ou sur la dunette, et une autre sur le château de poupe, qui est un italo-anglicisme pour dire la même chose. Il utilise sabordi, et je le lui concède volontiers parce que cela me rappelle les livres de marine qu'on lisait, enfant, en Italie. Il parle de perroquet, qui, pour nous, est une voile de misaine, mais comme pour les Français perruches, il italienne voile de belvédère, qui est sur le mât d'artimon. On ne sait pas à quoi il fait allusion quand il dit se trouver sous la perruquette, sans dire que, parfois, il appelle le mât de misaine artimon. Mais alors, que veut-il bien signifier quand il écrit misana, qui pour les Français est le mât de misaine, mais hélas, non point pour les Anglais, pour qui le mast est l'artimon, comme Dieu le veut. Et quand il parle de martinet, c'est probablement aux ours qu'il se réfère, tant et si bien que je prends une décision. Je chercherai à déchiffrer ses intentions. Et puis, j'utiliserai les termes qui nous sont les plus familiers. Si je me trompe, que voulez-vous? L'histoire n'en changera point. Cela dit, nous arrêtons que cette deuxième nuit, après avoir trouvé une réserve de nourriture dans la cuisine, Roberto procéda en quelque sorte sous la lune à la traversée du Tillac, se rappelant la proue et les flancs bombés vaguement entrevus la nuit précédente, jugeant d'après le Tillac élongé, d'après la forme du gaillard et de la poupe relevée et arrondie, et comparant avec Amaryllis, Roberto en conclut que la Daphné aussi était un fluide hollandais, ou flûteau, ou une flûte, ou un flust, ou flibot, ou fleabot, appellations diverses de ces navires marchands et de moyen tonnage, généralement armés d'une dizaine de canons, par acquis de conscience en cas d'une attaque de pirates, et qu'avec ces dimensions, une douzaine de marins pouvaient gouverner et s'embarquer de nombreux passagers supplémentaires. Si on renonçait aux commodités déjà minces, en entassant des couchettes jusqu'à y achoper, et allait donc grande mortalité suite au miasme de tout genre s'il n'y avait pas assez de seiyō, d'aisance. Une flûte, donc, mais plus spacieuse que la Marilys, avec un tillac réduit presque au seul écoutille, comme si le capitaine avait été soucieux d'embarquer de l'eau à chaque grosse lame un peu trop vive. En tout cas, que la Daphné soit une flûte est un avantage. Roberto peut s'y déplacer avec une certaine connaissance de la disposition des lieux. Par exemple, la grande chaloupe, pouvant contenir l'équipage au complet, aurait dû se trouver au centre du Tillac, et qu'elle n'y fût pas laissée croire que l'équipage était ailleurs, ce qui ne tranquillisait pas Roberto. Un équipage ne s'éloigne jamais au complet de son navire, l'abandonnant à la merci de la mer, même s'il est à l'ancre, les voiles frêlées dans le calme plat d'une baie. Ce soir-là, il s'était aussitôt dirigé sur le fanal de poupe. Il avait ouvert la porte du gaillard avec retenue, comme s'il devait demander la permission à quelqu'un. À côté de la barre de gouvernail, le compas de route lui dit que le canal entre les deux terres s'étendait du sud au nord. Puis, il s'était retrouvé dans ce que l'on appellerait aujourd'hui le carré, une salle en forme de L, et une autre porte l'avait introduit dans la chambre du capitaine, avec sa large fenêtre, au-dessus du gouvernail,
et les accès latéraux à la galerie. Sur l'Amaryllis, la chambre de commandement et celle où dormait le capitaine n'étaient pas d'un seul tenant, tandis qu'ici, il paraissait que l'on avait cherché à ménager de l'espace pour faire place à quelque chose d'autre. En effet, alors qu'à la gauche du carré s'ouvraient deux petites chambres pour deux officiers majors. Sur la droite, on avait obtenu une autre aire, presque plus spacieuse que celle du capitaine, avec une couchette modeste au fond, mais disposée comme un lieu de travail. La belle lune qu'il découvrit ces nuits, là, lui est reborative. Le jour, le ciel se trouve comme de partout. La nuit, il découvre de nouvelles constellations, héroïques devises et emblèmes mystérieux justement. C'est comme se retrouver au théâtre. Il se convainc que ce sera là sa vie pendant longtemps, et peut-être jusqu'à la mort. Il recrie sa dame sur le papier pour ne pas la perdre, et il sait qu'il n'a pas perdu beaucoup plus que ce qu'il avait déjà. C'est alors qu'il se refugie dans ses veilles nocturnes, comme dans un utérus maternel. Et à plus forte raison, il décide de fuir le soleil. Peut-être avait-il rencontré au cours de ses lectures les revenants de Hongrie, de Livonie ou de Valachie, qui rôdent inquiets du couchant à l'aube pour se cacher ensuite dans leur sépulcre. Au chant du coq, le rôle pouvait le séduire. Robert a dû commencer son recensement le deuxième soir. Il avait suffisamment crié désormais pour être sûr qu'il n'y avait personne à bord. Cependant, et il en avait peur, il aurait pu trouver des cadavres. Quelques signes qui justifiaient cette absence, il s'était mis en branle avec circonspection, et d'après les lettres, il est difficile de dire dans quelle direction. Il nomme de façon imprécise le vaisseau, ses parties et les objets du bord. Certains lui sont familiers, et il les a entendus mentionnés par les marins, d'autres inconnus, et il les décrit pour ce qui lui apparaissent, mais... Et c'est signe que sur l'Amaryllis, l'équipage devait être fait de fripons des 7 mers. Même les objets connus, il avait dû les entendre désignés en français par l'un, par l'autre en hollandais, en anglais ou en italien par un autre. Il dit ainsi, parfois staff, comme devait lui avoir appris le docteur Beard. Pour Matelot, on a peine à comprendre comment il se trouvait une fois sur le gaillard d'arrière ou sur la dunette, et une autre sur le château de poupe, qui est un italo-anglicisme pour dire la même chose. Il utilise sabordi. Et je le lui concède volontiers parce que cela me rappelle les livres de marine qu'on lisait, enfant, en Italie. Il parle de perroquet, qui, pour nous, est une voile de misaine, mais comme pour les Français perruches, il italienne voile de belvédère, qui est sur le mât d'artimon. On ne sait pas à quoi il fait allusion quand il dit se trouver sous la perruquette, sans dire que, parfois, il appelle le mât de misaine artimon. Mais alors, que veut-il bien signifier quand il écrit misana, qui pour les Français est le mât de misaine, mais hélas, non point pour les Anglais, pour qui le mast est l'artimon, comme Dieu le veut. Et quand il parle de martinet, c'est probablement aux ours qu'il se réfère, tant et si bien que je prends une décision. Je chercherai à déchiffrer ses intentions. Et puis, j'utiliserai les termes qui nous sont les plus familiers. Si je me trompe, que voulez-vous? L'histoire n'en changera point. Cela dit, nous arrêtons que cette deuxième nuit, après avoir trouvé une réserve de nourriture dans la cuisine. Roberto procéda en quelque sorte, sous la lune, à la traversée du Tillac, se rappelant la proue et les flancs bombés vaguement entrevus la nuit précédente, jugeant d'après le Tillac élongé, d'après la forme du gaillard et de la poupe relevée et arrondie, et comparant avec Amaryllis, Roberto en conclut que la Daphné aussi était un fluide hollandais, ou flûteau, ou une flûte, ou un flust, ou fleabot, appellations diverses de ces navires marchands et de moyen tonnage, généralement armés d'une dizaine de canons, par acquis de conscience en cas d'une attaque de pirates, et qu'avec ces dimensions, une douzaine de marins pouvaient gouverner et s'embarquer de nombreux passagers supplémentaires. Si on renonçait aux commodités déjà minces, en entassant des couchettes jusqu'à y achoper, et allait donc, grande mortalité suite au miasme,
de tout genre s'il n'y avait pas assez de seiyō, d'aisance. Une flûte, donc, mais plus spacieuse que l'amaryllis, avec un tillac réduit presque au seul écoutille, comme si le capitaine avait été soucieux d'embarquer de l'eau à chaque grosse lame un peu trop vive. En tout cas, que la Daphné soit une flûte est un avantage. Roberto peut s'y déplacer avec une certaine connaissance de la disposition des lieux. Par exemple, la grande chaloupe, pouvant contenir l'équipage au complet, aurait dû se trouver au centre du tillac, et qu'elle n'y fût pas laissée croire que l'équipage était ailleurs, ce qui ne tranquillisait pas Roberto. Un équipage ne s'éloigne jamais au complet de son navire, l'abandonnant à la merci de la mer, même s'il est à l'ancre, les voiles frêlées dans le calme plat d'une baie. Ce soir-là, il s'était aussitôt dirigé sur le fanal de poupe. Il avait ouvert la porte du gaillard avec retenue, comme s'il devait demander la permission à quelqu'un. À côté de la barre de gouvernail, le compas de route lui dit que le canal entre les deux terres s'étendait du sud au nord. Puis, il s'était retrouvé dans ce que l'on appellerait aujourd'hui le carré, une salle en forme de L, et une autre porte l'avait introduit dans la chambre du capitaine, avec sa large fenêtre, au-dessus du gouvernail et les accès latéraux à la galerie. Sur l'Amaryllis, la chambre de commandement et celle où dormait le capitaine n'étaient pas d'un seul tenant, tandis qu'ici, il paraissait que l'on avait cherché à ménager de l'espace pour faire place à quelque chose d'autre. En effet, alors qu'à la gauche du carré s'ouvraient deux petites chambres pour deux officiers majors, sur la droite on avait obtenu une autre aire, presque plus spacieuse que celle du capitaine, avec une couchette modeste au fond, mais disposée comme un lieu de travail. La table était encombrée de cartes qui semblèrent à Roberto plus nombreuses que celles dont un navire se sert pour la navigation. On aurait dit l'endroit où travaillait un homme d'études. Avec les papiers étaient diversement disposés de lunettes de longue vue, un beau nocturlabe en cuivre dont émanait de fauves lueurs comme s'il était en soi une source de lumière. Une sphère armillaire fixée sur le plan de la table, d'autres feuilles de calcul et un parchemin avec des dessins circulaires en noir et en rouge qu'il reconnut pour en avoir vu des exemplaires sur l'Amaryllis, mais de plus vile facture, comme une reproduction des éclipses lunaires de Regiomontanus. Il était revenu dans la chambre de commandement. En sortant de la galerie, on pouvait voir l'île. On pouvait, écrivait Roberto, fixer avec des yeux longs, denses, sans silence. En somme, l'île était là, comme avant. Il devait être arrivé presque nu sur le vaisseau. Je pense qu'en premier lieu, souillé qu'il était par le sel de la mer, il se sera lavé dans la cuisine, sans se demander si cette eau était l'unique à bord. Et puis, il aura trouvé dans un coffre un bel habit de capitaine, celui que l'on réserve pour le débarquement final. Peut-être s'est-il même pavané dans sa tenue de commandement, et chausser des bottes a dû être une façon de se sentir de nouveau dans son élément. C'est à ce moment-là seulement qu'un honnête homme, proprement habillé, et non point un naufragé émacié, peut prendre officiellement possession d'un navire abandonné, et ne plus ressentir comme violation, mais plutôt comme droit le geste que fit Roberto. Il chercha sur la table et découvrit, ouvert et comme brusquement interrompu, à côté de la plume d'oie et de l'encrier, le journal de bord. Au premier feuillet, elle apprit aussitôt le nom du vaisseau, mais pour le reste, c'était une succession incompréhensible de Anker, Passé, Ster, Kicker, Roer, et il lui fut peu utile de savoir que le capitaine était flamand. Cependant, la dernière ligne portait la date de quelques semaines avant, et faisant suite à de rares mots incompréhensibles, se détachait, soulignait, une expression en bon latin, pestis, quoi, dicitor, bibonica. Voilà une piste. L'annonce d'une explication à bord du vaisseau s'était déclarée une épidémie. Cette nouvelle n'inquiéta pas Roberto. Sa peste, il l'avait eue 13 ans auparavant. Et tout le monde sait que celui qui a eu le mal a acquis une sorte de grâce, comme si ce serpent n'osait pas s'introduire pour la seconde fois dans les lombes de celui qui l'avait dompté une première fois. Par ailleurs, cette allusion n'expliquait pas grand-chose
et laissait place à d'autres inquiétudes. Soit ils étaient tous morts, mais alors on aurait dû trouver épars dans le plus grand désordre sur le tillac les cadavres des derniers en admettant que ceux-ci eussent donné pieuse sépulture en mer aux premiers. Il y avait l'absence de la chaloupe. Les derniers, ou bien tous, s'étaient éloignés du vaisseau. Qu'est-ce qui fait d'un vaisseau de pestiférés un lieu d'invincible menace? Les rats, peut-être, Roberto crut pouvoir interpréter dans l'écriture ostrogothique du capitaine un mot comme rotenest, gros, gras, rat d'égout. Et il s'était aussitôt tourné en levant la lanterne, prêt à apercevoir quelque chose glisser le long des parois et à entendre l'écuinement qui lui avait glacé les sangs sur la Marilys. En frissonnant, il se rappela un soir où un être velu lui avait effleuré le visage tandis qu'il commençait à s'endormir. Et son cri de terreur avait fait accourir le docteur Bird. Tout le monde, ensuite, s'était moqué de lui, même sans la peste. Il y a autant de rats sur un navire que d'oiseaux dans un bois. Et il faut se familiariser avec les rats si l'on veut courir les mers. Mais, du moins, dans le gaillard, de rats nul indice. Peut-être s'étaient-ils réunis dans la sentine, avec leurs yeux rougeantes dans le noir, en attente de chair fraîche. Roberto se dit que, s'il était là, il fallait le savoir sans tarder. S'il s'agissait de rats normaux et en quantité normale, on pouvait vivre avec. Et d'ailleurs, il pouvait s'agir de quoi d'autre? Il se le demanda et ne voulut pas se répandre. Roberto trouva un mousquet, un espadon et un coutelas. Il avait été soldat. Le mousquet était un de ces calivers, comme disaient les Anglais, que l'on pouvait pointer sans fourchette. Il s'assura que tout était en ordre, davantage pour se sentir en confiance que pour le projet de mettre en déroute un troupeau de rats sous la mitraille. Et de fait, à sa ceinture, il avait aussi enfilé le couteau, qui ne sert pas à grand-chose contre les rats. Il avait décidé d'explorer la carcasse depuis la proue jusqu'à la poupe. Revenu à la cuisine par une échelle qui descendait derrière l'étrier du beaupré, il avait pénétré. Il avait décidé d'explorer la carcasse depuis la proue jusqu'à la poupe. Revenu à la cuisine par une échelle qui descendait derrière l'étrier du beaupré, il avait pénétré dans le paillot où dépensent, je crois, où étaient entassés des denrées pour une longue navigation. Et puisqu'elles ne pouvaient s'être conservées pendant toute la durée du voyage, l'équipage venait de se ravitailler sur une terre hospitalière. Il y avait des bourriches de poissons fumés, de pipeux et des pyramides de noix de coco et des barils de tubercules de forme inconnue, mais à l'aspect comestible et visiblement susceptible de supporter une longue conservation, et puis des fruits de ceux que Roberto avait vus apparaître sur la Marilys après les premiers abordages à des terres tropicales, ceux aussi qui résistent aux altérations des saisons, hérissés d'épines et d'écailles, dont le parfum piquant promettait de carnosité bien défendue, des humeurs de sucre caché, et c'est de quelques produits des îles que devaient avoir été tirés, ces sacs de farine grise, à l'odeur du tuf, dont on avait probablement fait et cuit même des pains qui au goût rappelaient ces nodosités insipides que les Indiens du Nouveau Monde appelaient des patates. Vers le fond, il vit aussi une dizaine de tonnelets avec leur cannelle. Il ouvrit la première et c'était de l'eau, pas encore croupie. Au contraire, recueillie récemment et traitée avec du soufre pour la conserver plus longuement. Il n'y en avait pas beaucoup, mais en calculant que les fruits aussi le désaltéraient, il pourrait rester un long temps sur le vaisseau. Et pourtant, ces découvertes qui devaient lui faire comprendre qu'il ne mourrait pas d'inanition sur la Daphné l'inquiétaient davantage encore, comme il advient du reste aux esprits mélancoliques pour qui chaque avis de fortune est promesse de funestes conséquences. Naufrager sur un navire désert, c'est déjà un cas innaturel. Mais si au moins le navire avait été abandonné par les hommes et par Dieu comme épave impraticable, sans objet de la nature ou de l'art, qui le rendissent d'isérable logis, voilà qui aurait été dans l'ordre des choses et des chroniques des navigateurs, mais le trouver ainsi, disposé comme pour un hôte agréable et attendu, comme
une offre insinuante. Cela commençait à fleurer le soufre. Bien plus que l'eau, des contes que lui disait sa grand-mère vinrent à l'esprit de Roberto. Et d'autres ont plus belle prose que l'on lisait dans les salons parisiens où des princesses perdues dans le bois se trouvent dans une forteresse au milieu de chambres somptueusement meublées avec des lits et baldaquins et des armoires pleines de robes luxueuses ou même devant des tables servies. Et on le sait, la dernière salle réserverait la révélation sulfureuse de l'esprit malin qui avait tendu le piège. Il avait touché une noix de coco à la base du tas, avait troublé l'équilibre de l'ensemble, et ses formes hispides s'étaient écroulées en avalanche, telles des rats qui auraient attendu, muets au sol, ou comme les chauves-souris se pendent la tête en bas aux poutres d'un plafond, prêts à présent à lui monter le long du corps et à lui flairer le visage, salé de sueur. Il fallait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un charme. Roberto avait appris en voyage ce que l'on fait avec les fruits d'outre-mer, se servant du coutelas comme d'une hache. Il ouvrit d'un seul coup une noix, puis il brisa la coque, rongea la manne qui se cachait sous l'écorce. Tout était si suavement bon que l'impression d'embûche augmenta. Sans doute, se dit-il, elle était déjà la proie de l'illusion. Il savourait des noix, et il était en train de moudre des rongeurs. Déjà, il en absorbait l'acidité. D'ici peu de temps, ses mains se feraient glaciales, griffues et crochues. Son corps se couvrirait d'une aigreur lanugineuse. Son échine se prouerait en arc, et il serait accueilli dans la sinistre apothéose des habitants hirsutes de cette barque d'Achéran. Mais pour en finir avec la première nuit, un autre avis d'horreur devait surprendre l'explorateur. L'explorateur, comme si l'écroulement des noix de coco avait réveillé des créatures dormantes, il entendit provenir de derrière la paroi qui séparait la dépense du reste du second pont, sinon un couillonnement, un paillement, un pépillement, un grattement de pattes. Il y avait donc bien en bûche des êtres de la nuit, tenus congrès en quelques repères. Roberto se demanda si, mousquet à la main, il devait affronter sur le champ cet Armagédon. Son cœur tremblait. Il s'accusa de lâcheté. Il se dit que cette nuit ou une autre, tôt ou tard, il devrait, devant eux, faire front. Il tergiversa, remonta sur le pont et par chance entrevit l'aube sureuse qui déjà bavait sur le métal des canons jusqu'alors caressé par les reflets de la lune. Le jour se levait, se dit-il avec soulagement, et il était de son devoir d'enfouir la lumière. Comme un revenant de Hongrie, il traversa en courant le tillac pour regagner le gaillard de poupe, entra dans la chambre, la sienne désormais, barricada, ferma les sorties sur la galerie, mit les armes à portée de main, et il s'apprêta à dormir pour ne pas voir le soleil. Bourreau qui de la hache de ses rayons coupe le cou aux ombres. Agité, il rêva de son naufrage, et il rêva au homme d'esprit pour lequel, même dans les rêves, et surtout dans les rêves, il faut faire en sorte que les propositions embellissent le trait ingénieux, que les reliefs le ravivent, que les mystérieuses connexions le rendent dense, profond, les considérations élevées, les emphases dissimulées, les allusions et les transmutations subtiles. J'imagine qu'en ces temps-là et sur ces mers-là, les vaisseaux qui faisaient naufrage étaient plus nombreux que ceux qui revenaient au bord. Mais pour les naufragés, qui en étaient à leur première fois, l'expérience devait être source de cauchemars récurrents que l'habitude à bien concevoir devait rendre pittoresque tel un jugement dernier. Depuis la veille au soir, l'air était comme atteint d'un catarrhe, et il semblait que l'œil du ciel, gros de larmes, déjà ne parvenait plus à soutenir la vue de l'étendue des ondes. Le pinceau de la nature avait désormais décoloré la ligne de l'horizon, et il esquissait des lointaines de provinces indistinctes. Roberto, dont les entrailles prédisaient le branle imminent, se jette sur la couchette, bercé maintenant par une nourrice de cyclopes. Il s'assoupit au milieu de rêves agités qu'il rêve dans le rêve qu'il raconte, et, cosmopée de stupeur, accueille en son sein. Il se réveille à la bacchanale
des tonnerres et aux hurlements des matelots, puis des paquets d'eau envahissent sa couchette. Le docteur Beard apparaît en courant et lui crie de se rendre sur le tillac et de bien s'agripper à n'importe quoi qui soit un peu plus immobile que lui. Sur le tillac, confusion, gémissements et corps comme soulevés par la main divine, précipités à la mer. Un certain temps, Roberto s'accroche jusqu'à ce que la voile se déchire, percée par des éclairs à l'espar d'Archimand, si je comprends bien, qui, alors en compagnie de la vergue, s'emploie à rivaliser avec la course courbe des étoiles, et Roberto est projeté au pied du grand mât. Là, un matelot de bon cœur qui s'était attaché au même mât, ne pouvant lui faire place, lance une corde et lui crie de s'attacher à une porte du gaillard tirée de ses gants et projeté jusqu'ici. Ce qui fut bon pour Roberto, c'est que la porte, avec lui comme parasite, se mit ensuite à glisser contre le plat-bord. Entre-temps, le mât se brise, une vergue de perruque tombe et fend en deux la tête de l'adjudant. Par une brèche de la muraille, Roberto voit, ou rêve avoir vu, des cyclades d'ombre amoncelées, d'hélicies et autres éjaculations éthérées qui filent errant à travers les champs onduleux, ce qui me semble céder un peu trop au goût de la citation précieuse. Mais n'importe, l'Amaryllis s'incline du côté du naufragé, prêt au naufrage. Et Roberto, avec sa planche, glisse dans un gouffre au-dessus duquel il aperçoit, en descendant, l'océan qui s'élève pour simuler des précipices dans la défaillance des cimes. Il voit surgir des pyramides chues. Il se retrouve aqueuse comète, fuyant le long de l'orbite de ce tourbillon de ciel mouillé. Tandis que chaque flot darde ses éclairs avec inconstance, ici s'incurve une vapeur, là un tourbillon bouillonne et ouvre une fontaine. Des fascines de météores affolés font contre-champ à l'air séditieux et coupé de tonnerre. Le ciel est une alternance de lumière très lointaine et de ruissellement de ténèbres. Et Roberto dit avoir vu des Alpes mousseuses en de glissants sillons dont les écumes se changent en moissons. Et Cérès fleurit au milieu de reflets saphirés et par moments une cascade d'opales rugissantes, comme si sa tellurique fille Proserpine avait pris le commandement, exilant sa mère frugifère. Et parmi les fauves qui mugissent errant autour de lui, tandis que robillonnent les selles d'argent en un tempétueux tourment, Roberto sait soudain d'admirer le spectacle dont il devient insensible acteur, perd connaissance et plus rien ne sait de soi. Après seulement, il supposera, rêvant, que la planche, par compatissant des cris ou par instinct de choses nageantes, s'adapte à cette gigue et, comme elle était descendue naturellement, remonte et s'apaise en une lente sarabande. Vu que dans la colère des éléments se subvertissent aussi les règles de toute urbaine suite de danse, et par de toujours plus vastes périphrases l'éloigne de l'ombilique du manège, où cependant s'abîme toupie muant dans les mains des enfants d'Éole, infortunés Amaryllis, beaupré au ciel, et avec elle toute autre âme vive dans son fond de cale, le juif errant destiné à trouver dans la Jérusalem céleste la Jérusalem terrestre, qu'il n'atteindrait plus jamais, le chevalier de Malte pour toujours séparé de l'île Escondida, le docteur Beard et ses acolytes et enfin soustraits par la nature bienveillante au réconfort de l'art médical, ce pauvre chien infiniment ulcéré, dont je n'ai d'ailleurs pas eu encore occasion de parler parce que Roberto en écrira seulement plus tard. Mais en somme, je présume que le rêve et la tempête avaient rendu le sommeil de Roberto assez susceptible pour le limiter à un court laps de temps, auquel devait succéder une veille belliqueuse. En effet, acceptant l'idée que dehors il faisait jour, révigoré par le fait que peu de lumière pénétrait par les grosses vitres opaques du gaillard, et confiant qu'il pourrait descendre dans le second pont par quelques échelles intérieures, il se donna du cœur, reprit les armes et alla avec téméraire crainte découvrir l'origine de ces sons nocturnes. Ou mieux, il n'y va pas tout de suite, je demande grâce. Mais c'est Roberto qui, dans son récit à sa dame, se contredit, signe
qu'il ne raconte pas de point en point ce qui lui est arrivé, mais cherche à construire la lettre comme un récit. Mieux, comme Salmigondhi de ce qui pourrait devenir lettre et récit. Et il écrit sans décider de ce qu'il choisira, dessine pour ainsi dire les pions de son échiquier, sans aussitôt arrêter lesquels déplacer et comment les disposer. Dans une lettre, il dit être sorti pour s'aventurer sous le pont, mais dans une autre, il écrit que la clarté du matin l'ayant tout juste éveillé, il fut frappé par la musique d'un lointain concert. C'étaient des sons qui provenaient sûrement de l'île. D'abord, Roberto eut l'image d'un nuage d'indigènes qui s'entassaient sur de longs canoës pour aborder le navire, et il serra le mousquet. Puis le concert lui sembla moins batailleur. C'était l'aube. Le soleil ne touchait pas encore les vitres. Il se rendit dans la galerie, s'avisa de l'odeur de la mer, poussa à peine l'ouvrant, et de ses yeux mi-clos tenta de fixer le rivage. À bord de la Marilis, où le jour il ne sortait pas sur le tillac, Roberto avait entendu les passagers parler d'aurore, embrasser, comme si le soleil était impatient de darder ses rayons sur le monde, alors qu'il voyait à présent s'emplerer des couleurs pastel, un ciel écumeux de nues sombres légèrement effrangées de nacre, tandis qu'une nuance, un souvenir de rose, montait derrière l'île, qui paraissait colorée de turquin sur un papier grenu. Mais cette palette presque nordique lui suffisait pour comprendre que ce profil, qui lui avait semblé homogène dans la nuit, était donné par les contours d'une colline boisée, qui s'arrêtait en une pente rapide sur une bande côtière ouverte d'arbres de haut fût, jusqu'aux palmiers qui faisaient couronne à la plage blanche. Lentement, le sable devenait plus lumineux, et sur ses bords, on apercevait de part et d'autre comme de grandes araignées qui s'étaient embaumées en déplaçant leurs membres squelettiques dans l'eau. Roberto les qualifiait de loin de végétaux ambulants, mais à ce moment-là, le reflet trop vif du sable le fit se retirer. Il découvrit que, là où ses yeux lui faisaient défaut, son ouïe ne pouvait le trahir, et il s'en remit à l'ouïe. Il referma presque complètement le battant et tendit l'oreille au bruit qui venait de la terre. Quoique habitué aux aubes de sa colline, il comprit que pour la première fois de sa vie, il entendait vraiment chanter les oiseaux. Et en tout cas, il n'en avait jamais autant entendu ni d'aussi varié. Par milliers, il saluait le lever du soleil. Il lui sembla reconnaître, d'entre les cris du perroquet, le rossignol, le merle, le calandre, un nombre infini d'hirondelles, et même le bruit aigu de la cigale et du grillon, se demandant s'il entendait vraiment des animaux de ces espèces ou pas plutôt quelques germains à eux des antipodes. L'île était loin. Il eut pourtant l'impression que ces sons soulevaient à leur suite une senteur de fleurs d'oranger et de basilic, comme si l'air à travers toute la baie était imprégné de parfums. D'ailleurs, M. Digby lui avait raconté comment, au cours d'un de ses voyages, il avait reconnu la proximité de la Terre à une volée d'atomes odorants transportés par les vents. Mais alors que, tout en humant, il tendait l'oreille à cette multitude invisible, comme si par les créneaux d'un château ou par les meurtrières d'un bastion, il regardait une armée qui se disposait en arcs vociférants par degrés sur la pente de la colline, la plaine d'en face et le fleuve qui protégeait les murailles. Il eut l'impression d'avoir déjà vu ce qu'entendant il imaginait, et devenant l'immensité qui mettait le siège, il se sentit assiégé. Il lui vint presque l'instinct de pointer le mousquet. Il était à Casale. En face de lui se déployait l'armée espagnole avec sa rumeur de charrois. L'entrechoquement des armes, les voix de ténor des Castillans, le vacarme des Napolitains, l'âpre grognement des lansquenets et, en arrière-plan, quelques sons de trompette qui arrivaient feutrés. Et les coups amortis de quelques tirs d'arquebuse, cloques, pouf, tampoum, ainsi que les pétards d'une fête patronale, comme si sa vie s'était passée entre deux sièges, l'un image de l'autre, à la seule différence qu'à présent, à la jonction de ce cercle de deux bons lustres, le fleuve était trop large et circulaire, lui aussi, au point de rendre impossible toute sortie. Roberto revécut le jour de Casale.